problème technique s'est réglé et nous avons en ligne Dr Cherif Amir, analyste politique. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Très bien. Donc docteur, comme on vient de le voir, petit à petit la Libye se reconstruit politiquement. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr. Écoutez, c'est d'abord grâce aux efforts égyptiens qui ont été déployés depuis des années. C'est le fruit du travail de la diplomatie égyptienne et de la médiation du président Abdel Fattah el-Sisi à ne pas pousser les choses vers l'escalade dans ce pays qui est déjà sous les dégâts de 2011. Et nous, en Égypte, on trouve que, bien sûr, la stabilité de ce pays, de la Libye, est pour le profit de la stabilité de toute la région et aussi de notre frontière Est. Alors, le nouveau Premier ministre, Abdelhamid Dbeiba, il a bien fait de venir en Égypte consulter le président Abdel Fattah el-Sisi sur la question. C'est-à-dire que maintenant, il y a une nouvelle vision chez les Libyens. Nos frères en Libye, ils comprennent maintenant que la collaboration avec l'Égypte, c'est le premier pas vers la stabilité et la souveraineté. Mais ça va prendre du temps, bien sûr. C'est un pays qui souffre de l'ingérence turque, qatari, les mercenaires, la crime organisée, les réfugiés qui sortent de chez eux vers l'Europe. Donc, il y a beaucoup à faire, mais c'est un pas très positif en avant. Ben justement, la Turquie, voyant la Libye se reconstruire... Non, j'entends rien là. Oui, la Turquie, voyant la Libye se reconstruire, du moins politiquement, quelle est sa situation? Bien sûr, politiquement, il faut voir, M. Dbeiba, comment la coopération avec les différentes factions en Libye. Il y a un point important que moi je signalais souvent à mes collègues français, c'est qu'il faut comprendre souvent la spécificité de chaque pays au Moyen-Orient. La Libye, c'est un pays tribal. C'est-à-dire que M. Dbeiba, il est maintenant le responsable pour réunir les chefs des tribus libyens, les chefs des tribus, libyens, pour leur convaincre qu'il faut un consensus, il faut comprendre que l'avenir du pays compte sur la solidarité entre les Libyens et les tribus, que la coopération avec un pays comme l'Égypte est beaucoup plus bénéfique que la coopération avec d'autres pays outre-mer, que l'ingérence n'est jamais un point qui peut aider le pays à continuer. C'est-à-dire, le consensus politique, il a un mécanisme spécial pour la Libye. Ce n'est pas la démocratie à l'occidentale, ce n'est pas juste les élections. Non, ça ne s'arrête pas là. Il y a un consensus tribal qui doit se dessiner. Et c'est-à-dire que le Premier ministre, c'est un chef qui peut réunir toutes les factions. Et ce n'est pas uniquement des factions politiques, il y a aussi factions militaires, malheureusement, parce que les armes sont partout là-bas. Donc un processus politique doit d'abord commencer par une armée unie, une armée nationale qui garantit la sécurité de ce pays, que les militants qui portent encore les armes doivent comprendre qu'il y aura un seul gouvernement. Et après, il y aura après ça un processus politique normal comme dans tous les autres pays. Je répète, ça va prendre du temps, mais je suis optimiste parce que si déjà il commence à travailler avec le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est-à-dire que le Premier ministre là-bas, il demande l'aide de la grande partie, la partie qui veut la stabilité et la souveraineté et la paix pour le peuple libyen. Bon, est-ce qu'on peut dire que les tribus libyennes soient toutes alignées sur la même position? Ou bien il va falloir encore faire des efforts en ce sens? C'est le consensus. C'est-à-dire, déjà les tribus, ils ont deux points très importants chez eux.
Et c'est que la première, c'est qu'ils doivent être représentés, c'est-à-dire dans les ministres. Et l'Égypte déjà a eu cette expertise avec le sud du Soudan. Parce qu'on a fait la médiation. Ils avaient le même problème, identique chez eux. Alors on peut les aider, on peut aider les Libyens à trouver le consensus. Parce qu'on a déjà la médiation qu'on avait fait au sud du Soudan. C'est la même chose, c'est-à-dire la représentation. C'est-à-dire les peuples ou les tribus veulent souvent être représentés dans la prise de décision. La deuxième chose, le deuxième point le plus important, c'est que les tribus libyennes, ils veulent toujours une garantie qu'ils ont pas une autonomie, mais un respect pour leur spécificité. C'est-à-dire que déjà, ils peuvent avoir les armes chez eux, mais ils ne vont pas les utiliser contre le pays, contre l'autorité centrale, qu'ils ont leur code tribal, par exemple, appliqué. Et le troisième point aussi qui est très important, les richesses. C'est-à-dire les parties où il y a de la richesse naturelle, ils veulent souvent ils considèrent la terre où il y a, par exemple, les puits de pétrole, ils doivent avoir une partie de cette richesse. C'est leur spécificité, le mécanisme tribal est comme ça. Il faut le respecter. L'État central n'est pas nécessairement la bonne idée, mais il faut leur transmettre l'idée de que le consensus, que ce soit fédéral, que ce soit quoi que ce soit, mais un consensus, une entente entre les chefs des tribus et le Premier ministre pour leur dire qu'on va travailler ensemble. Vos gains, les atouts que vous avez reçus sont toujours avec vous. Vos enfants seront représentés dans le gouvernement, dans la distribution des ministères. Vos codes internes sont respectés, mais la politique étrangère, la coopération avec l'extérieur, c'est déjà quelque chose à ne pas transiger, parce que déjà c'est le point central pour un gouvernement. Donc c'est une affaire de politique interne. Chaque pays, même en Europe, regardez par exemple en Suisse, il y a les cantons, c'est-à-dire qu'il y a un système fédéral qui unit chaque canton et sous un même drapeau pour un seul pays. Ce sera la même chose, mais les tribus qui vont se réunir et vont dire que nous, on va présenter des candidats de chez nous pour qu'ils soient représentés dans les ministères, dans la prise de décision. Et après ça, le Premier ministre sera le représentant qui, à l'unanimité, sera le représentant du pays pour l'extérieur. Quels sont les plus grands défis auxquels la Libye fait face actuellement? Les mercenaires, tout simple. C'est les mercenaires, les armes. Les armes, c'est un désastre pour toute la région, pas seulement pour la Libye. Malheureusement, en 2011, à l'époque du Kadhafi, la France même, sous le mandat du président Sarkozy, ils ont envoyé des armes sophistiquées pour la Libye, et malheureusement c'est tombé dans la main de certains militants qui n'étaient pas même des Libyens, et qui ont fait la guerre qu'on a vue devant nos yeux, le sang qui a coulé, les bâtiments détruits, l'infrastructure détruite, réduite aux cendres. On a vu tout ça dans les médias devant nos yeux. Donc d'abord, la Libye doit se débarrasser des mercenaires. Les mercenaires qui ont été envoyés par Erdogan, les mercenaires financés par le Qatar. Il faut comprendre que c'est essentiel à ne pas travailler avec ces gens. Et c'est ça l'Égypte a soigné, à transmettre pour même le gouvernement Sarraj avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre vous. Il ne faut pas prendre les factions libyennes et les partager, certaines pour l'Égypte et d'autres pour d'autres pays. Non, l'Égypte a pris la décision que quoi que ce soit la décision du peuple libyen, ça doit être respecté à une seule condition, que ce ne soit pas sous l'influence de l'ingérence extérieure. Et l'arme qui est dans les mains des militants, et des militants qui ne sont pas libyens, ces militants doivent être désarmés et expulsés de la Libye. Donc le premier pas, le premier défi, c'est de dire à ces mercenaires, ça suffit, il faut quitter ce pays,
Et sinon, ça sera une opération militaire de nettoyage pour arrêter la destruction de ce pays. Oui, mais comment la Libye va faire pour se débarrasser de ces mercenaires alors que vous dites que l'une des caractéristiques justement de la Libye, c'est la diversité... Oui, là vous m'entendez ou pas hein? Non, là je vous entends. Vous m'entendez plus là? Là c'est mieux. Ah, là c'est mieux, ok. Bon, alors comment la Libye va-t-elle faire pour se débarrasser de ces mercenaires alors que vous avez dit que l'une des caractéristiques de la Libye était justement la diversité de ces tribus et qu'il fallait accorder à chaque tribu son statut, y compris, bien entendu, le fait que le droit de conserver les armes. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question, mais il y a un petit détail. Vous avez parlé des tribus libyennes. Moi, je parle des mercenaires qui sont des étrangers, des Syriens qu'on a vus devant nous dans les médias, qui ont été transférés de la Syrie vers la Libye dernièrement. On l'a vu, c'était sur toutes les chaînes. Et il y avait à un certain moment des mercenaires d'autres pays, et de l'Irak, d'autres pays, des Afghans. C'était une guerre d'acharnement et personne ne savait qui était avec quelle faction. Ce n'était pas une guerre tribale, c'était une ingérence extérieure. Donc lorsque je parle des armes et je parle des mercenaires, je parle des gens qui ne sont pas libyens, qui n'ont rien à faire avec les tribus libyennes, et qui portent les armes et qui sont financés. Alors pour répondre à votre question, comment arrêter ces mercenaires? C'est tout simplement le financement. Il faut que tous les liens de financement soient coupés. Et je crois que ce sera déjà le rôle de l'Égypte, parce que c'est Pourquoi le rôle de l'Égypte? Parce que déjà, c'est une guerre de renseignement. La guerre contre le terrorisme, c'est une guerre de renseignement. Je crois qu'on peut fournir l'expertise et l'information de coopération, comme on coopère avec l'Union européenne, avec nos partenaires là-bas. Je crois qu'on a la même chose à donner pour la Libye, à leur fournir les informations qui financent quoi, comment et comment combattre tout ce financement. Le moment où il y aura les vins, c'est-à-dire les vins sanguins qui coulent, l'argent qui coule pour les mercenaires sera arrêté. Par exemple, on a vu des mercenaires syriens qui ont été arrêtés en Libye et qui disaient on recevait $2000 pour l'opération. C'est-à-dire que c'est l'argent. Alors, le moment où on peut couper le financement, tout sera réglé. Parce qu'un mercenaire ne travaille pas comme ça pour un cause. Il travaille uniquement pour l'argent. Alors, je crois que si on va fermer ou boucher ces sources, déjà avec les renseignements, à contrôler déjà les voies maritimes, c'est-à-dire la présence égyptienne de notre force navale, elle est superbe, elle est présente en Méditerranée. Nous avons une coopération aussi avec les Italiens, avec les Français, avec les Grecs, avec les Chypriotes. Donc on peut faire barrage maritime déjà à toute arrivée des bateaux, que ce soit turcs ou d'autres, qui portent l'arme, qui portent l'argent. Donc on va arrêter tout ça. Donc c'est une coopération régionale du bassin méditerranéen, mais ça va être, ça dépend aussi de la volonté intérieure libyenne, à ne pas mêler certains qui travaillaient pour la Turquie ou d'autres, c'est-à-dire que ce soit tout le monde pour la Libye, pour la cause libyenne, et que ces mercenaires qui ne sont pas libyens, qu'ils quittent le pays avec leurs armes ou leurs armes sera confisquées. Et pour répondre à la question des tribus, comme je disais, qui garantit, les tribus, ils savent les règles et leurs codes. C'est-à-dire, s'ils gardent des armes, ils les gardent pour eux. C'est leur tradition, c'est la tradition tribale. Mais un mercenaire, il n'a pas de tradition, il n'a pas de code, il ne respecte rien. Il peut tuer n'importe qui pour l'argent. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais nous avons vu, durant, bien entendu, ces années de conflit en Libye, plusieurs partis libyens s'opposer
entre eux, c'est-à-dire des conflits internes. Certainement que quelques-uns de ces partis étaient liés à ces mercenaires. Prenons l'exemple du Liban. C'était la même chose. Jusqu'à eu les accords d'Al-Taïf en 1990, et tout a été réglé. Chacun était financé par un pays, certains pour l'Iran, d'autres par l'Irak, d'autres par la Syrie, alors certains par la Libye de Kadhafi. C'est-à-dire, c'était un système ou une guerre que chacun travaillait, une faction libanaise qui travaillait pour une force externe. C'est pareil, oui, c'est arrivé déjà. Mais je crois le moment où il y aura un consensus, il y aura le Premier ministre Debeba qui va commencer à parler avec l'Égypte, qui va demander qu'on coopère. Peut-être il y aura une réunion au Caire, pourquoi pas, et que ce sera comme à l'instar des accords de Taïf. Et toutes les factions qui ont travaillé avec d'autres forces externes vont dire on va ouvrir une nouvelle page et on va décider qu'il faut travailler ensemble pour la construction de la Libye. Mais là, il y a toujours un obstacle, c'est l'obstacle de la Turquie, qu'on ne sait pas comment ça va résoudre. Parce que ceux qui ont travaillé avec Ankara ou avec Erdogan vont décider d'abandonner cette coopération. Ça, c'est un point d'interrogation très important. Mais est-ce que c'est possible de le faire? Mais bien sûr, c'est possible. On l'a vu déjà au Liban. Alors pourquoi pas ne pas l'appliquer en Libye? Parce que la Libye, il y a aussi un enjeu de la richesse pétrolière. Donc, si jamais on va leur dire, toutes ces factions, écoutez, la richesse nationale sera distribuée entre vous, à condition que vous allez tous couper les liens avec les forces extérieures, peut-être ça va être suffisant pour eux. Parce que qui coopère avec une force externe à son pays, c'est toujours pour l'argent. Alors je crois que ceux qui ont travaillé avec la Turquie ou d'autres pays là-bas, peut-être ils vont comprendre que là, la richesse de la Libye sera pour eux, sera distribuée d'une façon égale, et ils vont abandonner le projet turc. Voilà. Oui, mais vous dites que les financements sont étrangers. Donc même si les richesses de la Libye sont réparties entre Libyens, quel sera l'intérêt de ces entités étrangères? Les entités étrangères. Je parle des entités étrangères nuisibles à l'avenir de la Libye. Je précise que c'est la Turquie. Parce qu'on l'a vu, ils l'ont dit clairement qu'ils vont envoyer des armes, envoyer des experts militaires turcs qui vont... L'ingérence est claire et nette. Il n'y a pas une discussion là-dessus. Donc c'est ça uniquement. Mais je crois que nos amis français, nos partenaires italiens, nos amis chypriotes, nos amis grecs, même les voisins, la Tunisie, l'Algérie, ils ne veulent pas voir une escalade, ils veulent voir le sang qui coule s'arrêter immédiatement. Je crois que le président Abdel Fattah el-Sisi, avec son charisme et sa force de convaincre, il va donner un message très solide, très clair dans cette région, que ça suffit cette destruction et qu'il faut comprendre que la stabilité de la Libye, c'est la stabilité du bassin de la Méditerranée. C'est-à-dire, est-ce que les entités étrangères vont profiter de l'argent? Ils vont recevoir des mercenaires, ils vont avoir de l'infiltration vers l'Europe des terroristes, des migrations clandestines, et ça ne sera pas la paix pour eux. Alors, je crois qu'il y a un intérêt commun. Et le président Abdel Fattah el-Sisi l'a signalé à plusieurs reprises, nous sommes pour la paix, la stabilité, parce que ce n'est pas l'intérêt de l'Égypte uniquement, non, c'est l'intérêt de toute cette région. Et je crois que maintenant, c'est très clair, qui veut la paix et qui veut la destruction. Docteur Cherif Amir, je vous remercie beaucoup pour cette intervention.